Alors, avant de commencer, petit disclaimer, sachez que dans cette présentation, il y aura certainement des images choquantes, des blagues pourries, des jeux de mots hasardeux. Certainement que vous n'allez pas être d'accord avec ce que je dis, et j'ai envie de dire tant mieux, vraiment. Aussi, sachez que je viens à vous en paix, en fait. Je ne vais pas venir... Alors, je suis chasseuse de tête, bien évidemment. Mais je ne vais pas venir dans les rangs en faisant... Voilà, je ne vais pas en buter l'un d'entre vous, le mettre sur mon épaule et faire une photo Instagram. Voilà, je suis pour la préservation de l'espèce, même s'il y a des espèces rares parmi vous, n'est-ce pas Emmanuel? Voilà, donc tout ça étant dit, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, un petit indice chez vous. Très clairement, le premier sujet était très tentant. Mais nous allons parler clairement d'open source. Alors, l'open source, un vaste sujet. Je ne vais pas me positionner en tant que sachante devant vous. Cependant, j'ai quand même fait, on va dire, du moins du sondage auprès de certains d'entre vous, auprès de la communauté, etc. Et moi, j'ai retenu ceci. L'open source est davantage une méthodologie de développement et le logiciel libre un mouvement social. Donc l'un a fait quelque part, du moins le logiciel libre a fait de l'ouverture un droit. Quant à l'open source, on est davantage sur une ouverture comme un moyen. On a mis en commun, en tout cas, les moyens de production, peut-être en répondant davantage à une logique économique, voire même à une logique un petit peu plus business. En tout cas, c'est un débat qui date quand même depuis bien de nombreuses années, depuis 85. C'est vraiment très vieux, c'est l'âge de ma naissance. Et donc, à partir de là, moi, je me suis dit, on va rajouter une petite couche supplémentaire à ce débat où personne véritablement n'est d'accord. Et donc là, je me suis dit, cet été, sur la plage abandonnée entre coquillages et crustacés, j'ai posé en fait le manifeste open source avec 3 grands principes que j'aurai l'occasion de détailler par la suite. Mais en tout cas, ce manifeste, c'est vraiment, on va dire, comment dire, ça ressort vraiment mon histoire personnelle et professionnelle. Ça reprend aussi les différentes discussions que j'ai pu avoir avec des candidats divers et variés. Ça reprend aussi, ni plus ni moins, leur envie de freelancing, leur projet open source. Et ça reprend aussi mes histoires d'échecs, de réussite et aussi mes problèmes. On aura l'occasion d'en parler plus tard. Et justement, tout ça, ça se discute en fait. Avec moi-même et tous les gens qui sont dans ma tête et vous-même en fait, donc il y a du monde, sachez-le. Des fois c'est un petit peu le carnage et donc pour parler clairement de moi, donc qui suis-je, une grande question, très grande question. Il y en a, ils mettent des années à répondre à cette question et quelques séances chez le psy. Moi j'essaie de le résumer en tout cas en un slide. Donc je suis une vieille mamie en tout cas du recrutement. Ça fait 10 ans maintenant que... disons, comme le petit Joy, typiquement, que je recrute. À l'époque, GWT, c'était la mode, c'était le début du développement mobile. Voilà, les CV, c'était des parchemins, il y avait des hiéroglyphes sur les murs, on recrute. Voilà, donc on est dans la même galère aujourd'hui, ça n'a pas vraiment changé. Et donc, à un moment donné, on vieillit, en fait, on grandit, et on se dit, tiens, là, quand même, on a des envies un peu d'émancipation, on a envie de grandir, et on se met à son compte. Donc ça va faire 1 an et demi que je suis à mon compte. N'hésitez pas à applaudir. Non, je déconne. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? En fait, on est un peu dans une hyperactivité professionnelle. Je pense que certains d'entre vous le sont aussi. Je me suis amusée à écrire un livre, à monter le meet-up recrutement de craftsmanship, à faire des podcasts. Donc, si vous voyez en fait une personne fatiguée sur l'image, c'est moi-même. Avec toutes les activités, j'ai pas besoin d'être fatiguée des candidats ou des clients. Je sais me fatiguer toute seule. Et puis un beau jour, en fait, on est là, on sent qu'on incarne une forme de liberté, on est content. Et un beau jour, en fait, on veut vous faire peur, quoi. Bouh. À un moment donné, vous vous gambadez dans la forêt et puis boum, non, t'es pas vraiment libre, en fait.
Donc là, en fait, très clairement, je vais vous laisser entrer dans mon intimité personnelle, en fait. Alors, bien que j'y mette beaucoup d'hygiène, hein, sachez que dans le monde du recrutement, parfois, ça sent pas très bon. Alors, ça arrive pas tous les mois, hein, je vous rassure. Et puis, bon, j'ai un avocat qui fait bien le tampon, hein, c'est assez net pour un confort optimal. Bon, bref, et donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Si vous voulez, en fait, c'est qu'un de mes anciens employeurs a décidé un beau jour que j'étais responsable de ses départs. Hein, oh miroir, oh mon bon miroir, pourquoi tous ces départs? Et donc, en fait, il s'est passé quoi? C'est que j'ai reçu une lettre signée d'un avocat qui me demande ni plus ni moins la modique somme de 43 000 euros. Donc vous appelez ça extorsion de fonds, raquette, c'est comme vous voulez. Mais au-delà de la blague, en fait, parce que bon, ça a été quand même sacrément drôle, hein, vous revenez des vacances et tout, vous lisez ça, vous dites tiens, ça fait cher un peu le SMS, bon bref. Et donc, il s'est passé quoi? Donc en fait, au-delà de la blague, ça a été quand même une vraie réflexion, un coup dur vraiment, à la liberté du freelance. À la liberté aussi de la recruteuse, en tout cas, que je suis. Et puis surtout à votre liberté à vous, en fait, dans la libre circulation des personnes dans le marché de l'IT. Et donc là, vraiment, tel devant vous, une Che Guevara du recrutement ou un gilet jaune du sourcing, peu importe, je me suis dit à un moment donné, bah voilà, on va vraiment défendre en tout cas ce manifeste en parlant des recruteurs éclairé. Alors j'ai bien conscience au quotidien que vous ne voyez pas de la lumière à tous les étages, mais sachez quand même qu'il y a des gens qui font très très bien ce métier. Et en fait, pourquoi j'ai mis l'image de Kant et aussi de Sartre, et ça, même à la place de recruteur, on pourrait même dire développeur éclairé, très clairement, car tout simplement, il y a la notion à un moment donné de responsabilité, de prise de conscience, en tout cas, de ce que l'on fait au quotidien, de conformité avec soi-même et d'émancipation. Et donc là, je veux vous dire qu'il y a quand même pas mal de choses, en tout cas, qui ont été faites dans ce sens-là. Déjà, des communautés de partage. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez, je ne sais pas si vous avez des recruteurs parmi vous dans votre entreprise, ou même si vous recrutez, je vous invite grandement à aller dans ces communautés. Et c'est un petit peu Recruiters Kitchen, clairement, le Stack Overflow du recrutement. Donc on est vraiment dans le domaine de l'open source. Pourquoi? Parce qu'en fait, ni plus ni moins, Benjamin, Jean et Amélie Collinet, donc ils les ont construit cette communauté, en avaient marre justement de cet esprit compétitif qu'il y a dans le monde du recrutement. Et ils se sont dit un beau jour, ça serait bien qu'on mène davantage d'entraide et de partage, en tout cas, dans un système très très compétitif. Donc c'est là où en fait dans cette communauté vous pouvez voir vraiment tous les outils en fait qui sont intéressants dans le domaine du recrutement. On parle des candidats, on parle des problèmes que l'on a au quotidien. Donc ça a été une véritable bouffée d'air frais en tout cas dans la communauté des recruteurs. Donc des bonnes recettes justement de cuisine. Ensuite, il y a également le cercle des recruteurs disparus. Donc j'aime bien déjà le titre. Alors là, c'est pareil, en fait, ils ont plutôt fait le postulat de l'écriture, quelque part. Vous voyez les mails, comment ils sont écrits quand on vous approche, ils sont quand même assez catastrophiques. Et en fait, il y avait à un moment donné cette notion de partager les best practices, en tout cas, dans le domaine de l'écriture. Et comme dit l'école de recrutement, on a un peu cette putain de responsabilité qui est de changer la vie des gens, tout comme vous aussi, et ça commence par les mots, en fait. Les mots que l'on annonce dans les mails, les mots que l'on dit dans un process de recrutement, tant que ça soit au niveau du recruteur, mais aussi au niveau des managers techniques. Quand ils évaluent les personnes, ils ont tendance à oublier qu'ils ont des humains parfois en face d'eux, et le feedback est ultra important. Les mots aussi qu'on peut adresser quand il s'agit de faire une propale ou quand il s'agit même de dire à une personne on arrête ici, en tout cas, notre collaboration. Et donc tout ça pour dire qu'en fait, ces mots, c'est un travail au quotidien, c'est un travail vraiment de remise en question aussi. Et c'est en ce sens vraiment qu'il y a eu une volonté de partager tout ça, de le faire en mode ouvert et de faire en sorte que chacun, justement, il puisse s'améliorer dans son quotidien de recruteur. Concernant l'émancipation, ni plus ni moins, il y a l'école aussi de recrutement, je ne sais pas si vous connaissez les LEDR, qui a été pensée justement pour enfin... Et là, je dis vraiment enfin qu'il y ait une école en recrutement. Sachez que moi, quand j'ai commencé, je n'étais pas du tout prédestinée à ça. Il n'y a pas d'école aujourd'hui vraiment de recruteurs. Vous voyez parfois la qualité qui manque. Posez-vous la question aussi de comment sont formés les gens. Et il est clair qu'aujourd'hui, il manque vraiment de la formation par rapport aux recruteurs.
Donc on fait beaucoup ce métier par hasard, hein, je vous donne les coulisses, hein, mais parfois il y a des gens qui font ça par défaut parce qu'ils n'ont pas vu de lumière ailleurs. Et ils se sont dit, tiens, ça recrute facilement, le monde de la tech recrute, on y va. Dans les CV, parfois on demande 2 bras, 2 jambes, et puis c'est bon, on va réussir à recruter avec la magie du recrutement. Et en fait, eux, ils se sont dit à un moment donné, arrêtons justement d'être des robots, arrêtons d'être bêtes, et faisons l'école de l'émancipation, et justement du discours aussi, et de la capacité à aimer, et être fier en tout cas d'être recruteur. Ensuite, concernant plus moi, mon travail au quotidien, j'ai voulu être freelance pas juste pour le domaine de de gagner mieux sa vie, parce que souvent on croit que les freelances ont forcément envie de faire ce métier, du moins d'être à son compte uniquement pour ce domaine-là. C'est aussi pour pouvoir proposer des choses quelque part que je n'ai pas réussi à proposer par le passé. C'est-à-dire l'ouverture et puis aussi enfin rencontrer les gens dans les entreprises pour comprendre leurs besoins en recrutement. Et il se trouve qu'en fait, moi, ce que je fais, c'est l'offre Build to Run. Aujourd'hui, on est trop dans le run en recrutement. On pousse des CV. On va juste, on va dire, trouver des mots-clés et dire c'est bon, ça va fonctionner. Moi, j'essaie vraiment de faire de l'immersion pendant une journée, de rencontrer vraiment toutes les parties prenantes du recrutement, que ça soit un junior, un senior de l'équipe, que ça soit une personne qui est nouvelle dans l'équipe, une personne qui est ancienne, que ça soit justement, un manager direct, que ça soit le CTO, que ça soit la RH, donc 5-6 personnes sur une journée. Et là, je ne parle pas en fait des choses qui montrent à tout le monde en termes de marque employeur, qui est génial. Je vais vraiment aller dans le champ des problèmes. Et là, Arnaud Lemaire, je pense qu'il apprécierait ce terme. Et se dire à un moment donné, en fait, on va être designer de solutions. Est-ce que déjà, d'une part, vous avez vraiment besoin de recruter ? Parfois, le recrutement arrive comme étant la solution, alors que le problème, il est ailleurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas former des gens en interne ? Est-ce qu'il ne faudrait pas, penser le recrutement différemment ? Et donc, ça veut dire quelque part que je vais vraiment aller là où ça fait mal. Pourquoi il y a des départs, pourquoi les gens ne restent pas, pourquoi à un moment donné ça ne fonctionne pas votre projet en recrutement. Et du coup, ça permet de devenir quelque part une sorte de designer de solutions par rapport à leur projet en recrutement. Parfois, ils ont une idée assez figée dans la tête de ce qu'ils veulent, et puis en fait, quand on le challenge, c'est pas vraiment un senior, mais c'est plutôt un junior, ou c'est pas vraiment une personne qui va faire que du code, mais qui va chatouiller du business, et ainsi de suite. Et en fait, on se rend compte que il suffit des fois de challenger le besoin pour qu'il devienne compréhensible pour tout le monde. Donc là, on est clairement dans le domain driven recrutement. Et puis surtout que tout le monde soit d'accord, en tout cas, sur ce qu'ils entendent par seniorité, juniorité. Et c'est là la prise de conscience. En fait, on apporte quoi j'apporte, comme dirait. J'apporte en tout cas de l'aide aux clients. Et à partir de là, en fait, ça permet vraiment aussi d'avoir conscience aussi de leurs problématiques. Mais bon, tout ça, c'est bien beau, effectivement, et jusqu'à maintenant, ça change. On est dans un métier où vous vous rendez peut-être pas compte au quotidien, mais qui change quand même pas mal. Il y a des synergies qui se font de plus en plus entre des recruteurs entre eux, mais aussi entre le monde de la tech et le monde du recrutement. Mais à mon sens, ça n'est pas assez suffisant. Et donc là, j'en viens effectivement à la capacité recruteur comme développeur, vraiment, à défendre sa liberté. Ça, c'est un travail quasiment de confiance en soi. C'est un travail vraiment personnel. Et c'est surtout savoir dire non, en fait. Savoir dire non quand, à un moment donné, que ce soit le client, que ce soit le manager, quand on est recruteur en interne, dit « il y a trop d'arabes dans le pipe ». À quel moment on a envie de continuer à travailler avec des gens qui ont des pratiques de discrimination, qui ont des pratiques justement révoltantes vis-à-vis du statut des femmes ou même de statut d'handicapé ou ce genre de choses. Donc c'est savoir aussi dire stop à tout ce qui est pratique d'intimidation. Moi, je l'ai vécu et je pense que nombreux de développeurs et de développeuses le vivent encore trop souvent au quotidien. On s'imagine qu'il y a une sorte de liberté, de facilité à trouver un job parce que justement vous êtes ultra sollicité. Mais parfois, les entreprises savent très bien jouer sur les failles, sur les sensibilités de chacun et à dire à un moment donné stop à l'intimidation, stop au forcing d'aller d'une mission à une autre, donner des limites aussi à un moment donné. Votre liberté, elle a aussi des limites quand il s'agit d'aller, de Paris en province et ainsi de suite par rapport à vos souhaits en tout cas de mission. Et savoir se faire respecter, donc ça c'est clairement aussi dans le domaine du recrutement quelque chose qui peine un peu.
On vit au quotidien vraiment du bashing et des fois c'est très très justifié. Parfois le conducteur de train de la SNCF est presque plus apprécié qu'un recruteur. Et donc on en vient effectivement à se rendre compte qu'en fait les gens qui sont à minima peut-être un peu sensibles, empathiques dans le monde du recrutement finissent par fuir en fait cette fonction. Ils finissent par des fois choisir une voie autour du RH ou choisir une voie autre qui est celle justement de l'exposition par rapport à vous et par rapport au marché. Et du coup, ils ne restent pas forcément les meilleurs, on va dire, quoi, dans le sens bonifié du terme, en tout cas les meilleurs recruteurs sur la place. Et je vous laisse aussi étudier un peu cette phrase qui m'est venue lorsque j'ai écrit mon livre « Les joies du recruteur ». J'ai parlé des coulisses justement du monde du recrutement, j'ai évoqué un peu les difficultés que l'on a au quotidien à comprendre d'une part ce que c'est que ce métier, à comprendre comment on peut résister face à plein de pressions qu'on peut avoir à droite, à gauche. Et j'ai une personne qui m'a écrit la chose suivante, qui a été comme une sorte de rip, une tombe en fait vraiment sur le métier. C'est-à-dire que les gens, ils le fuient en fait. Et c'est là où ça devient problématique, c'est qu'on a aujourd'hui une école qui a été faite, mais beaucoup trop de gens en fait le fuient pour plein de raisons qui sont juste pas du tout acceptables. Et je pense que vous êtes un petit peu dans les mêmes, je sais pas comment dire ça, mais dans les mêmes problématiques aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens en fait qui s'estiment comme vous. Tiens, je vais faire du management, de la gestion de projet, parce que justement le monde du développement il n'est pas valorisé, parce que le monde du développement n'a pas toujours eu, on va dire, une sorte de piédestal dans une organisation. Et j'ai envie de dire que le monde du recrutement souffre quelque part souffre des mêmes problèmes que vous en fait. Aussi important pour aller plus loin par rapport à la défense de sa liberté, c'est quelque part l'accès à la connaissance et savoir surtout comprendre et savoir ce que l'on signe. Voilà, moi je vous ai dit que j'étais une vieille recruteuse et en fait je me suis rendu compte que au duo de mes quelques années en recrutement, je pensais quelque part savoir beaucoup de choses et en fait en revenant sur les clauses de mon contrat, il y a plein de choses en fait que je n'avais pas du tout comprises, plein de choses que je n'avais pas du tout cernées, que ça soit en termes de compréhension des mots et des enjeux aussi que ça peut avoir. Et je me rends compte qu'en fait, je suis plus salariée, en fait, je suis quelque part une entreprise. Et aussi, les clauses, vous en avez plein, que ça soit quand vous signez des contrats avec des clients et même en tant que salarié, quand vous signez des contrats avec votre entreprise. Et c'est important que vous ayez, du moins, je parle aux recruteurs comme aux développeurs, que vous ayez quelque part conscience de ce qu'il y a derrière chaque mot quand on parle de clause de non-sollicitation, de clause de non-concurrence. Parfois, il y a du salariat déguisé qui existe à travers le freelancing, où finalement, on se rend compte que en fait, vous avez tous les inconvénients du salariat sans avoir les avantages, avec justement des signatures de clauses parfois un peu abusives, alors que vous n'êtes pas du tout salarié de l'entreprise. Et donc moi, je me suis trouvée vraiment très bête, en fait. J'ai demandé à mon avocat, mais je ne comprends pas, en fait, ce que signifie cette clause. Explique-moi les détails. Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je ne risque pas? Qu'est-ce que j'ai fait d'une part de mal aussi? Et donc, du coup, il y a une sorte de prise de conscience énorme à ce moment-là, d'une part déjà des responsabilités que l'on a, mais aussi de l'absence de liberté que l'on peut avoir en fait. Et c'est un peu comme les contrats de mariage en fait, c'est quand on divorce qu'on se rend compte que des vrais problèmes. Et là c'est un peu le même principe, c'est que jusqu'à maintenant tout allait bien, comme je vous l'ai dit, je gambadais dans la forêt, je sais pas pourquoi je fais l'accent d'ailleurs, ouais. Donc j'étais là en train de me dire tout va bien, c'est nickel, ça roule. Et puis en fait c'est quand vraiment il y a les problèmes qui arrivent qu'on se rend compte des enjeux et vraiment de ce que ça signifie. Et puis parfois beaucoup de personnes, et je pense que vous êtes nombreux ici peut-être dans ce cas-là, à ne pas du tout lire en fait les clauses et les détails en tout cas des contrats. Donc je vous invite à les relire tous si vous avez des contrats de travail, ou moi j'espère en tout cas, et des contrats de freelancing, sinon ce serait problématique très clairement. Mais vraiment de vous pencher sur la question et de voir derrière, pour vous, qu'est-ce que cela implique. Aussi, dans tout ce qui va être autour justement de la liberté, de l'open source, en tout cas dans son sens originel, c'est aussi la liberté d'expression. Très clairement, le free software, c'est pas le logiciel gratuit, c'est la notion de liberté d'expression. Et aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, on est beaucoup dans ce schéma-là en fait. Il y a même des personnes qui ont perdu leur job parce qu'ils ont retweeté, parce qu'ils ont dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Ils se sont fait taper par les doigts par Dieu le Père, parce qu'ils ont dit des choses qu'il ne fallait pas vraiment aborder. Et donc, en fait, dans ces moments-là, pour être un peu, même beaucoup agent de carrière avec des personnes, des fois, je leur dis, mais vraiment, c'est pas
c'est pas vous que je plains quelque part d'avoir perdu votre job, même si c'est franchement pas agréable. C'est ces entreprises quelque part qui s'enterrent dans un silence, qui s'enterrent dans une non-communication, dans une communication qui est lisse, qui ne se prend pas de risques et qui fait qu'au final, eh bien, ni plus ni moins, elles perdent aussi en attractivité. Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur une marque employeur avec le monologue d'un site internet. On est de plus en plus quelque part sur justement le fait que des personnes attirent d'autres personnes. C'est les individus qui composent l'entreprise qui attirent les entreprises et c'est leur liberté d'expression qui attire aussi. Et moi, souvent, je dis typiquement à des candidats, quand ils me disent, voilà, je pense être fait pour le job, j'ai beaucoup, on va dire, je fais beaucoup de GitHub, je communique beaucoup, etc. Ou en tout cas, j'adore m'intéresser à tel sujet. Je fais c'est drôle, mais en tout cas, recruteur lambda qui verrait votre communication sur les réseaux sociaux ne se rendrait pas compte, en tout cas, de tout ça. Et il m'a dit, oui, effectivement, mon entreprise m'interdit de parler de mes projets, de parler de ce que je fais, de parler des erreurs, des failles, de faire des meet-up. Et je fais, mais ces entreprises, il faut les fuir, en fait. Parce que dès l'instant où elles vous empêchent de communiquer, elles provoquent votre mort en termes de visibilité. Et demain, vous voulez être freelance, demain, vous voulez être parfois sur des jobs un peu à plus visibles où on demande à être plus que développeur, mais être aussi un communicant dans l'entreprise. C'est ce qu'on voit beaucoup typiquement dans des postes de technical evangelist ou ce genre de choses. En fait, vous vous grillez des places, quoi. Et donc, ce serait vraiment trop bête. Et donc, c'est ça que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est les individus qui composent l'entreprise et en fait, les candidats achètent des candidats. Et non seulement pour une entreprise, c'est quelque part faire de l'open resource, non pas de l'open source, mais de l'open resource. Et c'est avec ça, quelque part, non seulement qu'elles peuvent attirer d'autres personnes, mais ça permet aussi à ces personnes de la technique et à des recruteurs aussi, quelque part, tout simplement de pouvoir persister dans leur employabilité, quoi. On a tous, entre guillemets, une obsolescence programmée et il n'y a pas que le logiciel, il n'y a pas que la tech, mais il y a aussi les individus. Et si le silence vous tue, quoi, vraiment. Alors évidemment, il y a plusieurs avantages, en tout cas, à tout ça. C'est effectivement le paradis, c'est les autres, là où vous direz ça, l'enfer, c'est les autres. Il y a la notion vraiment de se dire, voilà, on fait de la veille, on fait vraiment de l'ouverture vers l'autre. Et c'est une soft skills qu'on développe de plus en plus dans le monde du recrutement, mais aussi dans le monde, en tout cas, de la technique. Et puis, très clairement, c'est aussi, il y a des risques, effectivement, de déranger. Ça, c'est sûr que vous allez déranger votre employeur, vous allez déranger d'autres personnes qui ne seront pas d'accord à ce que vous dites, qui vont certainement vous chatouiller sur Twitter et ailleurs. Et c'est plutôt bon signe, en fait. C'est-à-dire que vous provoquez le débat, vous provoquez la discussion, vous provoquez vraiment, en tout cas, et c'est ça l'open source, c'est vous en tant qu'ouverture aussi, et pas juste le logiciel. La question, en tout cas, du choix, elle est aussi importante, en tout cas, dans le monde du logiciel libre. Je ne sais pas si, pour certains, font de l'open source ou de logiciel libre. Ça a été quand même une sacrée révolution et ça a permis vraiment de l'indépendance technologique. Ça a permis de faire à beaucoup d'entreprises d'avoir du choix, justement. Et aujourd'hui, je trouve que dans le monde du recrutement, la question du choix s'aborde très, très peu, notamment pour les candidats. Et en fait, je constate la chose suivante, c'est que clairement, vous devenez une sorte de propriété, en tout cas, avec un droit d'auteur de l'entreprise, que ça soit dans le monde ESN ou ailleurs. Il y a vraiment ce principe de... en fait, l'entreprise, elle a collé, en tout cas, à votre parcours, un logo d'entreprise. Elle vous a, entre guillemets, anonymisé. Donc, vous avez perdu votre identité. C'est plus Adrien avec un H, mais voilà, monsieur X ou monsieur Y. Et donc c'est vraiment un problème, c'est-à-dire que finalement, en fait, elles inventent parfois aussi vos compétences, elles sont là pour vous juger de votre mobilité professionnelle, elles vont aussi quelque part être dans un discours où grâce à moi, tu as obtenu telle compétence, elles vont être aussi monter en compétence par rapport à un besoin client. Donc il y a vraiment cette notion de, à un moment donné, vous avez perdu votre identité, vous avez perdu votre capacité à désirer quelque part vos projets et vos souhaits, et c'est l'entreprise qui devient propriétaire, qui a un droit d'auteur en tout cas sur ce que vous êtes, quelquefois, et sur ce que vous faites. Et donc je me suis penchée vraiment sur... en fait, le vocabulaire du monde du recrutement, qui est le suivant. On est vraiment sur les notions d'acquisition, talent acquisition spécialiste. On part du principe que les gens sont acquis quand même, c'est magnifique. D'élevage aussi, hein, en commercial, il est soit éleveur, soit chasseur.
Je ne sais pas si vous sentez un peu le cheptel de mouton à 5 pattes, avec des bœufs techniques, la vache limousine et le charolais. Bon, bref, c'est un peu gênant, quoi. En fait, les personnes deviennent un peu quelque part des marchandises avec leur traçabilité, avec leur origine, avec un tampon. Il y a même un peu la notion de cartel de la drogue. Hein. Vous êtes rare. Je ne sais pas comment dire ça, mais il y a vraiment le principe de s'échanger les devs Java ou Scala ou quoi dans les caves d'escalier. Tiens, vas-y, j'ai un dev Java, il est pas cher, 500, vas-y, c'est de la bonne. Donc il y a vraiment ça en fait. Hein, on est vraiment dans un schéma où, en fait, ouais, vous êtes dans un petit, voilà, dans un petit champ comme ça. Vous êtes mignon. Alors vous avez l'impression d'être libre, hein, mais bon, parfois vous avez quelqu'un qui vous rappelle quand même que vous faites partie. Du cheptel, voilà. Donc vraiment, ça c'est un vrai problème à mon sens. Et ça se traduit dans les contrats, ça se traduit le vocabulaire. Encore une fois, je disais que les mots, ça commençait par là en fait. Hein. Des fois, les changements, on parle des changements organisationnels, on parle des changements techniques, on parle de plein de changements. Et peut-être que ça commence par le changement des mots en fait qu'il y a dans notre profession, qui est un vrai problème. Et je vous partage cette anecdote en fait qui est intéressante, notamment dans le monde de la Silicon Valley, où vraiment les dirigeants, en fait, ils se sont mis en posture une sorte de gentleman agreement entre eux, où tu ne dois pas chasser les uns et les autres, tu m'appartiens. Et pourtant, ces mêmes acteurs sont les premiers à miser sur l'open source et le logiciel libre, mais pas sur les individus libres. C'est petite nuance, quoi. Et en fait, finalement, on se rend compte d'une chose, c'est que si on doit penser le candidat comme un utilisateur comme les autres, il est pénalisé. Et il a notamment connu une baisse de son salaire pendant 10 ans. Il n'a pas été augmenté, son salaire, en tout cas dans ce monde-là. Et ça, c'est un vrai problème, quoi. Et aujourd'hui, au final, c'est moi, quelque part, qui suis attaquée, alors que finalement, ce seront très clairement ces acteurs qui se font des gentlemen agreements, qui doivent être attaqués aujourd'hui sur la place pour se dire, ils sclérosent en tout cas le marché, ils sclérosent les compétences. Et ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui qui a été abordé notamment par, je ne sais pas si vous connaissez Tech Rocks, où il y a l'ensemble des CTO, en tout cas sur la place parisienne et ailleurs. Et à un moment donné, en fait, ils sont tous potes, hein, les uns et les autres. L'un a été au baptême de machin, l'autre au divorce, l'autre au mariage. Et ils ont fait des kermesses et des crémaillards ensemble. Bon, bref. Et ils se sont regardés dans le blanc des yeux en disant, mais quand même, on est potes, mais bon, on recrute quand même les mêmes personnes, quoi. On a les mêmes personnes à recruter, les mêmes compétences, les mêmes besoins. On va peut-être arrêter justement ce gentleman agreement et se dire, OK, il y a le côté perso et le côté pro, et on va arrêter de se scléroser les personnes et donc de se les acheter quelque part. Et le mercato, il est open, les gens peuvent passer d'une entreprise à une autre. Et je trouve que c'est plutôt intelligent comme façon de penser. Et ça montre à un moment donné une certaine ouverture, une capacité justement à faire en sorte que le marché évolue. Et encore une fois, le logiciel libre, ça a été aussi dans l'amélioration du logiciel pour apporter davantage d'efficacité et donc de performance. Certainement que sur ça, l'ouverture, ça permet aussi beaucoup plus de performance dans notre métier, dans nos capacités aussi à challenger une propale, par exemple. Si tout le monde se met d'accord sur un montant, à quel moment on a une sorte de réflexion et je sais pas comment dire ça, et d'amélioration par rapport à un montant de proposition. Donc ça oblige, et je pense que typiquement dans le monde anglo-saxon, peut-être que c'est déjà un petit peu plus acté, mais en tout cas, ça pousse à beaucoup plus de créativité, à comment créer de l'élément différenciant, à faire en sorte qu'on ait des propositions qui tiennent la route, à faire en sorte peut-être qu'il y ait davantage de remote. Ouh, je l'ai placé. Voilà, il fallait... Non, bon, bref. Et donc, voilà, c'est tout ça en fait qu'il faut se dire à un moment donné, c'est qu'effectivement, si tout le monde se met d'accord pour se garder les gens, il n'y a plus de créativité et plus de capacité quelque part à améliorer les choses dans le logiciel du recrutement, en tout cas. Et donc, comment en sortir concrètement? Alors là, très clairement, pareil, j'ai fait un parti pris. C'est là où je parle de recruteur éclairé qui se prend des risques. De faire des annonces open. Wouh. Alors, vraiment, c'est open bar. Hein. Là, pour le coup, je parlais des sujets d'aujourd'hui, c'est open source, mais c'est aussi open bar. Hein. Très clairement, je mets vraiment tout. Le salaire, les noms des gens, les problèmes, les plus, les moins, le code source quand il y a une roadmap ou quand il y a un GitHub de l'entreprise, le nom du client. Pourquoi ? Bien tout simplement, je pars du principe qu'en fait, l'utilisateur, donc qui est le candidat, il doit être au même niveau que le recruteur. Il doit être dans une capacité, encore une fois, je parlais de la notion de choix aujourd'hui, quand tout ressemble à tout, avec des noms cachés, c'est comme Tinder, en fait, c'est comme s'il y avait un avatar et puis elle s'appelait tous Sophie et puis en fait, on choisit pas, quoi. Et donc le parti pris, c'est de se dire, en fait, là, je donne la possibilité de choisir, quoi. Et ça, c'est quand même énorme, la possibilité aussi de se projeter, de gagner du temps
Parce que le gain de temps, ça c'est un vrai problème, en tout cas dans le monde du recrutement. C'est en fait, comme on ne sait rien, on avance dans un process qui dure parfois 3 semaines à 1 mois, des fois 4 mois. Il y en a, ils sont champions pour que ça dure longtemps. Hein. Bon, bref. Et donc, très clairement, oui, à la fin, Propal, c'est dit qu'il y a 10% en moins que le salaire. Bon, j'ai déjà fait des vidéos YouTube rigolotes sur le sujet, mais c'est vraiment le cas. Et en fait, à un moment donné, tout le monde a perdu du temps, le recruteur comme tout un tas de candidats qui rentrent dans le processus. Donc ça, c'est vrai que clairement, au tout début, quand j'ai lancé ça, j'ai eu plein de refus. Hein. Les entreprises m'ont dit, même pas en rêve. Bon, si on donne le nom justement d'un tel, il va se faire chasser. Je sais, en fait, il est un peu sur LinkedIn, meuf, quoi. Tu vois, les gens, ils sont pas contents. En fait, c'est un peu croire à l'intelligence des acteurs, en fait, hein, que de faire ça. Là où d'autres, ils s'imaginent que, en fait, les gens ne sont pas au courant. Ils se parlent entre eux. C'est quand même assez open. C'est un peu caché, mais c'est quand même open. Et en fait, ils sont sur LinkedIn, ils sont ailleurs. Les notions de salaire, ils sont au courant. Et il y avait aussi, effectivement, et ça, c'était intéressant, c'est que moi, ça m'a permis aussi de filtrer mes clients, parce que quand on ne veut pas montrer le salaire à l'extérieur, ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est que souvent, il y a des problèmes de salaire à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on n'a pas augmenté les gens, ils sont tous à peu près à un niveau de REM pourri, hein, sans le dire. Et donc, on veut 60 alors qu'ils sont tous à 50, bon, à un moment donné, ça a créé quelques problèmes de réalignement salarial. Et donc moi, du coup, quand je leur dis, voilà, moi je veux parler salaire, je veux qu'on monte les équipes et tout, moi aussi je filtre quelque part mes clients et je leur dis, voilà, en fait, on va fonctionner comme ça, oui, non, et si c'est un oui, c'est plutôt bon signe en termes de, c'est plutôt une équipe saine ou en tout cas une envie à minima de s'améliorer dans le monde du recrutement. Donc voilà, donc ça c'est effectivement le principe de se dire à un moment donné, voilà, on met la personne au même niveau, personne n'est propriétaire de personne, personne n'appartient à personne, et donc ça c'est le principe de me dire que oui, effectivement, je prends des risques, j'en parlerai par la suite, par rapport à l'ouverture en tout cas de mes annonces. Ensuite, une offre agent de carrière, c'est pareil, c'est un changement total en tout cas de paradigme. Où aujourd'hui c'est vraiment comme ça que ça se passe en fait, le monde du recrutement, tout le monde en fait a ses clients de façon très fermée. Et en fait, on vous propose des opportunités que dans le précaré, finalement, en tout cas des clients que le cabinet de recrutement a. Moi, en voulant changer finalement la donne, en me disant que en fait, le candidat paye, ou en tout cas la personne qui vient me contacter paye, c'est que je lui donne un accès à tous mes clients, mais aussi à autre chose. Il paye juste mon temps de travail, en fait. Il paye pas je sais pas comment expliquer ça, mais il n'y a pas la notion, à un moment donné, de dire, en fait, elle ne choisit que de mes opportunités. Donc je vais aller chasser les opportunités, je vais aller challenger le besoin du candidat, je vais aller chercher faire du filtre aussi avec les entreprises que je peux avoir en face de moi qui me disent voilà, je suis intéressé par cette personne, est-ce que tu peux me mettre en relation, je sais en fait c'est quoi ton projet, qu'est-ce que tu veux faire, moi quelque part je deviens un peu sa conciergerie de recrutement. Et c'est donner du choix aussi, c'est-à-dire que voilà, je ne mets pas l'unité à juste du CDI, mais je vais faire aussi du freelance, du prestat. Alors prestat dans le sens, en tout cas ça reste des freelances. Des fois, il faut passer par des sociétés de portage, malheureusement, pour le domaine du référencement. Donc ça, c'est toujours un peu problématique. Mais je prends en tout cas 0 sur le TJM, parce que voilà, son travail, c'est de travailler sur une mission. Donc à partir de là, je pars du principe que ce n'est pas mon travail, donc je ne prends pas de l'argent dessus. Et puis vraiment, la question du choix, c'est pas qu'une question d'offre aussi. C'est pas que d'aller chercher des opportunités, de lui proposer une sorte de ciblage d'offres. C'est aussi se dire, à un moment donné, les gens, ils ont le droit de choisir avec qui ils ont envie de travailler, en fait. Quand je suis persuadée que voilà, vous avez créé des liens d'affinité, il y avait des gens qui vous ressemblent plus ou moins techniquement dans vos valeurs, etc. Vous choisissez quelque part en partant d'aller travailler à tel endroit parce que vous vous entendez bien avec un tel ou ainsi de suite. Et moi, j'ai vraiment envie, dans le monde du recrutement, d'amener aussi la question du choix. Est-ce que je veux travailler avec ce recruteur plutôt qu'un autre parce qu'il saura m'accompagner, parce qu'il saura parler de moi auprès des entreprises et ainsi de suite. Et c'est vraiment ce que j'appelle l'intitut personae, c'est que le choix, voilà, c'est pas qu'une question d'offre, c'est aussi des individus avec qui on a envie de travailler. Et ça, c'est clair que ces clauses que l'on met dans les contrats, ça tue ça. Souvent, on vous dit, vous n'avez pas le droit d'approcher telle personne. Sur les 12 mois où vous êtes parti, ça veut clairement briser les affinités, en fait. Ça veut dire que pendant les 12 mois où vous êtes parti, vous n'avez pas le droit de travailler ensemble, alors que vous entendez bien, alors que vous avez envie de bosser ensemble. C'est quand même assez fou, quoi. Donc voilà. Et donc... tout ça pour dire quoi? C'est qu'effectivement, en termes d'avantages, ça oblige effectivement à innover, à développer sa visibilité en tant que recruteur. C'est redonner les lettres de noblesse du recruteur aussi. C'est quelqu'un qui va penser pour le candidat et avec le candidat et pas juste j'ai un poste, tu rentres ou pas dans les cases et on coche les mots-clés.
C'est aussi faire vraiment du matching de poste, donc ça demande à être quand même un peu dans une démarche d'intelligence de situation. Ok, à l'instant T, t'es comme ça, tu veux peut-être aller viser ce rôle-là, etc. Donc ça veut dire quelque part penser carrière et penser marché aussi. Donc ça demande quand même de connaître un peu aussi le marché. Et ça, aujourd'hui, les recruteurs, parfois, ils passent d'un marché à un autre sans véritablement maîtriser leur marché. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi. Et passer de sourcing à l'échelle, effectivement, c'est pas que mon précaré de recrutement, mais c'est vraiment viser tout un tas d'opportunités pour l'individu. Et là, on en vient vraiment aussi à l'open source. C'est qu'effectivement, quand c'est propriétaire, on est limité. Quand on ouvre, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se passer à l'extérieur. Alors, en termes de risque, c'est perdre des amis. Alors ça, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui peuvent vous envoyer un petit texto en mode pourquoi tu viens chasser sur mes terres, pourquoi tu as été chercher telle personne dans mon entreprise. Alors du coup, effectivement, on se retrouve un peu con en se disant, en fait, je ne suis pas là pour défendre quelque part notre amitié, mais pour justement une libre circulation des candidats. Qu'est-ce qu'on met sur la table en fait? On met notre affinité ou on met des gens qui veulent avoir une carrière raisonnable? Donc ça, c'est un vrai sujet parfois en termes d'amitié. Parfois, les bons recruteurs, ils n'ont pas trop d'amis. Bon bref, mais ça, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que des fois, on se dit, oui, effectivement, c'est un parti pris et bon, il y a ce risque-là qui est inévitable. Il y a aussi se faire contourner, en fait. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi, typiquement de mettre en open data tout, open bar, etc. Oui, inévitablement, il y a eu des recruteurs qui ont contacté en fait mes clients en disant, voilà, j'ai le candidat qu'il vous faut. Donc bon, ça c'est la vie en fait, hein, c'est le risque, etc. Et puis en même temps, j'ai envie de dire, effectivement, s'ils ont de bons candidats, franchement, why not? Et puis après, on peut peut-être réfléchir à comment on bosse ensemble, etc. Mais ça, c'est vrai que se faire contourner, voler des projets, je savais le risque que je prenais, mais au final, c'est pas tant là où beaucoup en fait ont peu confiance aux freelances, aux candidats, etc. C'est pas du tout eux qui ont postulé directement dans les entreprises. Je m'attendais parfois à ça. Voilà, on voit l'annonce, on postule dans l'entreprise. Et il y a une sorte de psychologie du don en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais quand vous donnez quelque part beaucoup et que vous avez pris la peine de respecter les individus de votre communauté, en fait, naturellement, ils disent franchement, ça m'a fait plaisir, l'annonce était intéressante. Du coup, franchement, oui, je veux bien que tu me proposes de rencontrer ce client. Donc, il n'y a même pas eu une seule fois un détournement de candidat. Là où les recruteurs, par contre, se sont fait plus plaisir. Voilà. Et donc, concernant effectivement le principe de l'alliance avec la concurrence, donc ça, c'est un vrai sujet aussi autour dans le principe du monde de l'open source, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le marché de l'emploi, c'est ça, en fait, c'est un vaste game avec des gagnants et des perdants. Tous les jours, en fait, on perd, on gagne. Un tel a été chez un autre, il n'a pas accepté la proposition d'embauche, il est parti, finalement, c'est notre collaborateur, on l'aimait bien, il était mignon, etc. Mais bon, il a décidé d'aller ailleurs, etc. Donc tous les jours, quelque part, il y a cette notion d'échec, de perdre, voilà, je sais pas comment on peut appeler ça autrement. Et en fait, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave d'être dans perdant, et que ça peut être à l'échelle d'un individu, mais même à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'une start-up, à l'échelle de ce que vous voulez. C'est pas gênant en fait d'être perdant, mais c'est surtout d'en avoir conscience, quoi. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est par rapport aux personnes notamment qui m'attaquent, c'est que en fait, il y a un vrai problème de remise en question de pourquoi les gens y partent en fait. Au passage, je les salue de remercier mon talent, mais c'est vrai que je suis pas la responsable de ces départs en fait dans leur entreprise. Et quelque part, il y a un côté, à un moment donné, les gens, il y a un déni de réalité, quoi, par rapport à là, je l'amène sur le recrutement, mais ça peut s'amener vraiment sur des notions même de logiciels ou même de produits. Parfois, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas et on imagine forcément que c'est les autres qui sont dans l'erreur, les utilisateurs, et ainsi de suite. Et en fait, c'est vraiment prendre conscience déjà pourquoi on est dans une démarche d'échec et surtout s'intéresser aux gagnants en fait. Pourquoi les autres arrivent mieux que moi? Pourquoi les autres arrivent mieux à recruter? Est-ce qu'il y a la notion des avantages qu'ils proposent qui sont peut-être plus intéressants? Est-ce que moi je paye bien mes personnes par rapport à d'autres? Et s'intéresser aux autres, c'est commencer déjà à faire de l'alliance avec la concurrence. Et s'intéresser aux autres, ça commence aussi par ouvrir les vannes de son entreprise à de la prestation, par exemple. Typiquement, moi, je suis recruteur externe. Ça peut être aussi les freelances. Ils ont connu plusieurs mondes de l'entreprise. Je trouve ça dommage, typiquement, que le monde de l'entreprise n'accepte pas assez de freelance. Il leur apporterait un regard assez intéressant sur le marché de l'emploi tech et sur justement les TJM, etc. Et parfois, ils sont dans une sorte de consanguinité, dans une sorte de fermeture
Et en fait, après, se poser la question, mais pourquoi ça ne marche pas? Et parfois, il suffit justement d'ouvrir à l'extérieur et de comprendre ce que font en tout cas les gagnants. Et donc là, en fait, ni plus ni moins, concrètement, ce qui peut se passer, c'est ça, c'est effectivement que ce soit une entreprise ou un recruteur que je suis, c'est important qu'il y ait à un moment donné du plagiat, des gens à un moment donné qui font la même chose que vous. C'est plutôt bon signe en fait. Ça veut dire quelque part que vous êtes dans la bonne voie, que vous êtes vraiment dans le bon chemin, que ça soit dans le choix, là où je parle des recruteurs typiquement, mais ça peut être aussi dans le monde du développement, que ça soit dans le choix des technos, que ça soit dans les projets, que ça soit dans ce que vous voulez aborder en termes de talk, etc. Donc c'est important vraiment d'être dans une démarche en tout cas où justement les gens vont vous recopier, je parle justement de l'open source, etc., où ils vont être là à étudier ce que vous faites et à vous imiter, et c'est plutôt bon signe, quoi. Et enfin, faire des alliances complémentaires. Donc là, très clairement, c'est effectivement, parfois, on voit des mariages improbables dans le monde du recrutement et puis même dans le monde des entreprises, que ce soit Red Hat avec IBM ou que ce soit des ESN, etc., ou même des ESN qui viennent avec des freelances, etc. Et en fait, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont compris que en s'associant, ils seront plus forts et ils seront capables d'apporter une véritable plus-value, en tout cas à leurs produits ou même à leurs équipes. Alors il y a plusieurs intérêts à ça, c'est faire la complémentarité business, susciter de la curiosité aussi, parfois s'associant, on est invisible et quand on s'associe à une autre entreprise, en fait on devient tout de suite beaucoup plus visible, ou quand on s'associe à tel freelance, par exemple il y a beaucoup d'entreprises comme Clever Cloud, où typiquement ils se sont associés, je trouve, avec pas mal de monde dans la tech qui sont très visibles. Et naturellement, en fait, cette entreprise a une sorte d'aura aujourd'hui sur la place parce que, justement, ils ont ouvert les vannes, pas juste à des gens en CDI à proprement parler, mais des gens qui vont être ambassadeurs un petit peu plus de la marque et de leurs aspirations. Donc, typiquement, voilà un cas d'alliance qui est, pour le coup, vachement pertinent et intéressant. Et donc, forcément, ça suscite des interrogations et ça suscite aussi de se remettre vraiment en question et de pivoter. Et puis évidemment, les intérêts, c'est ça en fait, c'est les risques, c'est de perdre un peu aussi ses valeurs, d'accepter sa position aussi de perdant. Il y en a beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, qui ont du mal à accepter cette position-là. Voilà, et donc pour tous ceux évidemment qui ne sont pas dans une démarche de remise en question et d'alliance en tout cas avec la concurrence, clairement moi je leur conseille de mettre le doigt de l'alliance en tout cas sur ce doigt-là. Je vois pas d'autres moyens pour eux de progresser en fait. Presque même, voilà, encore une fois, les personnes qui m'ont aujourd'hui attaqué, franchement, je me dis c'est tout bête, mais ils auraient pu très bien me contacter, faire une alliance avec moi et me dire franchement si les gens ils partent, ok, est-ce que tu veux pas nous aider à recruter, ou tu vois, ou même à réfléchir à pourquoi les gens y partent, etc. Et en fait, c'est là où des fois je me dis, l'ego, le monde de la tech, le monde du recrutement, il est baigné dans ça par l'ego, la fierté, et en fait. Ces gens-là, en fait, ils attaquent parce qu'ils pensent trouver la réponse ailleurs. Ils attaquent aussi quelque part la faiblesse. Je représente la faiblesse, franchement, que ça soit en termes de freelance, en termes de femmes. C'est comme ça, en tout cas, peut-être qu'ils se l'imaginent. Et puis même en tant que maman, j'en suis persuadée que, franchement, j'aurais été chez un employeur aujourd'hui. Il est clair que j'aurais pas été attaquée de la même façon. Donc on est forcément plus fragile. Et c'est important, encore une fois, de se défendre et de se dire, ok, ça se fera pas avec les gens qui sont bêtes, les alliances, mais ça se fera certainement avec des gens qui ont perçu votre plus-value, votre capacité à faire bouger des lignes, etc. Et puis c'est avec cela qu'il faut créer des synergies, quoi. Et donc la conclusion, c'est la suivante. Sartre, il disait, voilà, vous êtes, tout individu est condamné à être libre, et j'ai envie de dire que c'est la meilleure condamnation que vous pouvez avoir. Moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas en tant que freelance. C'est vraiment la capacité à être libre, quitte à déranger, quitte à bousculer aussi un peu l'écosystème du recrutement et de la tech, quitte à recevoir des fois des tacles magistraux, mais c'est le jeu. Et donc, en fait, je me dis, en aucun cas, je trouverais ça nul, en tout cas, d'avoir été freelance aujourd'hui. Je ne regrette pas du tout. Ça apporte, certes, son lot de risques et son lot on va dire de problèmes, mais ça apporte aussi pas mal. Non pas que je vais afficher de façon ostentatoire mon chiffre d'affaires, mais c'est qu'à un moment donné aussi, le taf, ça paye. Ça permet aussi d'avoir une capacité à proposer des offres différentes, à proposer vraiment de l'intérêt à des clients, même si j'étais pas partie pour gagner forcément beaucoup, dans le sens où il y a beaucoup de clients qui m'ont refusé au début, et au final, on parlait du jeu des gagnants, je me considère davantage du côté des gagnants que du côté des perdants.
Voilà la conclusion de ce talk qui se termine par cette phrase pas forcément la plus pertinente des talks. Voilà, ce sera le mot de la fin et je vous remercie en tout cas d'avoir écouté mon talk. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Il y en a une question. Certain Damien. Bonjour Damien. Salut Shirley. Salut. Tu as parlé des dimensions légales. J'essaie de voir un peu ce que ça peut donner sur les contrats qu'on signe nous en tant que développeurs. Il y en a une par exemple qu'on ne signe même pas, c'est l'interdiction d'embauche que peut avoir un client quand il signe une prestation avec notre SS2I. Est-ce que tu as des recommandations claires, genre est-ce que tu pourrais recommander de ne pas aller dans des SS2I pour faire de la régie ? Alors j'ai pas compris ta question, je suis désolée. J'essaie de trouver des actionnables concrets sur tes recommandations. Sur le principe des clauses ? Ouais. Bah, peut-être d'imaginer déjà sur le partenariat. Je sais pas, mettons demain peut-être qu'il y aura une sorte de label open source et on imaginera des partenariats qui seront complètement open et ça changera peut-être même la dimension tarifaire aussi derrière, quoi. C'est-à-dire que peut-être dès l'instant où on a misé sur les fameux aujourd'hui on crée des labels sur tout et n'importe quoi, API au travail ou que sais-je encore, tu vois. Peut-être demain les entreprises diront autant on mise sur de l'open source logiciel, mais demain on misera aussi sur de l'open source en recrutement. Ouais. Et peut-être que ça définira non seulement une politique de recrutement, mais aussi peut-être des tarifs différents qui seront faits en tout cas avec le monde des clients finaux en disant à tout moment, ok, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre les personnes et peut-être que ça sera des tarifs différents. Ça sera, Mais après, voilà, le monde ESN, moi, pour le coup, je ne suis pas forcément la plus partisane de ça. Après, si ce monde, il existe encore aujourd'hui, donc c'est difficile de penser au monde de demain avec, pour moi, un monde d'hier, si je peux me permettre. Mais c'est sûr qu'il y a des choses à faire, peut-être, en termes de logique de partenariat et le positionnement aussi. Aujourd'hui, une ESN, à mon sens, elle est peut-être un peu trop, je trouve, dans une démarche de, voilà, on propose des gens. Mais peut-être qu'elle peut faire beaucoup plus, en fait, dans la signature des contrats qu'elles font avec les entreprises. Typiquement, penser au bien-être des salariés sur place. Peut-être signer des partenariats qu'avec des entreprises qui font du remote ou peut-être qui sont ouverts à l'open source ou ce genre de choses. Et ça soit vraiment dans la logique du consultant, quoi, pour le bien du consultant. Ça, la direction des achats de l'entreprise, elle peut avoir des exigences sur ce sujet-là, sur les clients. Demander par exemple à travailler qu'avec des ESN où les collaborateurs 70% des collaborateurs ont été formés dans l'année, des collaborateurs qui sont en CDI pour ne pas avoir des ESN qui font des CDD à répétition par exemple. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire se mettre une sorte d'éthique aussi dans le partenariat et ça passerait effectivement par toutes ces notions que tu viens de citer. Mais ça demanderait quelque part que les ESN pensent aussi bien-être pour pouvoir penser au bien-être après en mission. Et parfois, elles ne sont pas toujours dans cette logique-là, dans le sens où leur modèle même n'a pas été pensé comme ça. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain.